Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Barrier 101. Donc c'est une série qui va vous expliquer des termes horlogers de manière la plus simple et compréhensible possible. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le cœur de l'horlogerie et de la plupart des montres que vous portez, le mouvement à quartz. Vous avez sans doute vu ce terme sur une fiche produit, sur un site internet, sans peut-être savoir ce qu'il se cachait vraiment derrière le mot quartz ou système à quartz ou mouvement à quartz. Et bien ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je vais vous décrire avec l'histoire, les avantages, les inconvénients. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Les impacts que ça a eu dans le monde horloger parce que c'était un vrai raz-de-marée. Tout ça, c'est pour les 10 prochaines minutes. Bienvenue dans Barillet. Notre histoire commence au Japon, le Japon de l'après-guerre, à la fin des années 50. Les chercheurs de la compagnie Seiko, qui vont être dirigés par Tsuneya Nakamura, vont travailler sur une nouvelle technologie pour les montres, une technologie qui pourrait potentiellement transformer l'horlogerie, selon eux, le mouvement à quartz. L'inspiration est venue d'un endroit un peu inhabituel pour eux, les oscilloscopes à quartz qu'on utilise dans les laboratoires de physique. Ces appareils en fait utilisent le quartz pour avoir une fréquence totalement stable de mouvement. L'oscilloscope, si vous vous rappelez vos cours de lycée, c'est ce qui nous permettait de calculer des fréquences d'ondes. Et donc les ingénieurs de Seiko ils vont se dire est-ce qu'on ne peut pas adapter ce quartz dans une montre pour faire un mouvement stable et régulier? On va chercher, ça va prendre des années et des années de recherche, de développement. Et puis, après beaucoup d'erreurs, puisqu'il aura fallu pratiquement 10 ans pour arriver à mettre au point le premier mouvement à quartz horloger du monde. On est en 1969 et Seiko a enfin une montre à présenter, la Seiko Astron 35SQ, la première montre à quartz du monde. Chose totalement révolutionnaire pour l'époque, elle est précise à plus ou moins 5 secondes par mois. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est du jamais vu à l'époque et je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Son prix est aussi assez exceptionnel puisque ça vaut à peu près une petite voiture au Japon pour une montre. Et cette montre et cette technologie, cette révolution, elle va créer ce qu'on va appeler dans le monde horloger la crise du quartz. Parce que ces montres à quartz, elles vont vite envahir le marché dans le monde parce qu'elles sont plus précises, et plus simple à produire. Elles ont d'autres avantages, pareil, on va aller dans le détail après. Mais gardez en tête, crise du quartz, ça va tout chambouler. Les chiffres que j'ai pu trouver datent de 2018 aux États-Unis. 71% ou 71% des montres sont vendues avec un système à quartz. Donc, ça a vraiment inondé le marché en à peine plus de 50 ans. Parce que je vous rappelle que les montres, ça existe depuis belle lurette. Donc voilà, à l'échelle de l'horlogerie, le quartz, en fait, c'est pas si vieux que ça. Alors, pourquoi les mouvements à quartz sont-ils si peu chers à produire? Eh bien, en fait, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est la simplicité de fabrication. Les mouvements à quartz sont fabriqués à partir de composants électroniques assez simples et très peu chers à produire. Et très peu chers à produire à grande échelle. Et clairement, ils ne nécessitent pas le même niveau de précision que les pièces qu'on trouve dans des calibres mécaniques. La deuxième raison, c'est l'automatisation de la fabrication de ces mouvements. Les mouvements sont tellement simples que très vite on a pu en faire à grande échelle et en déléguer une partie à des robots. Et donc, qui dit robot dit une main-d'œuvre beaucoup moins chère que des humains pour fabriquer des mouvements de montre. Et on dit souvent qu'à l'inverse, en fait, un mouvement mécanique, il faut vraiment un humain qui le supervise de bout en bout. Ça, c'était vrai jusqu'à il y a peu. En tout cas, il y a Swatch qui a sorti son système 51, donc c'est un mouvement mécanique autour de 51 pièces, autour d'un seul axe, entièrement assemblé par des automates. J'en parlerai un jour parce que j'en ai une dans ma collection. C'est assez intéressant, mais il faut quand même garder en tête que le quartz, c'est plus facile à fabriquer et à assembler que du mécanique. Et la troisième raison pour laquelle ça coûte moins cher à faire un mouvement à quartz, c'est parce qu'il y a moins de pièces dedans en fait. Moins de pièces, moins de matériaux, moins de pièces, moins de temps d'assemblage. Du coup, coût de production plus bas. Voilà, ça c'était la partie pourquoi ça coûte moins cher. Maintenant, on va rentrer de comment ça marche un système à quartz. Alors, pour comprendre cela, on va devoir faire un tout petit peu de physique, de la physique des minéraux et donc la physique du quartz.
Parce que le quartz possède une propriété assez intéressante, la piézoélectricité. Ça, c'est pas un mot qu'on sort souvent. Si vous le sortez au Scrabble, il faudra que je calcule pendant que je ferai le montage, ça doit faire pas mal de points. Ça signifie que quand il est soumis à une pression ou à une tension électrique, il va générer lui-même une tension électrique. Et c'est cette propriété qui est vraiment à l'origine du mouvement à quartz. Maintenant, voyons comment ça se passe à l'intérieur de votre montre. Dans une montre à quartz, on a une pile. Une pile montre, pile toute ronde là, toute plate. Cette pile, elle va envoyer de l'électricité, une tension électrique dans votre mouvement. Et cette tension électrique qui est envoyée dans le quartz, donc c'est un quartz cristallin qui a généralement la forme d'une petite rondelle, avec cette tension, il va commencer à osciller en fait. On dit même qu'il vibre, et il va vibrer à une fréquence ultra précise. Et vraiment, quand je dis précise, c'est très précise, puisque un cristal de quartz oscille 32 768 fois par seconde. Alors pourquoi ce nombre 32 768? Si vous êtes très bon en maths, c'est 2 puissance 15. Et d'avoir une puissance de 2, ça va rendre tous nos calculs mathématiques pour l'électronique de la montre ultra simples. Mais du coup, comment bougent les aiguilles? Parce que donc on a notre pile, comme on a notre tension, on a notre quartz qui vibre à une certaine fréquence. So what? Et dans votre mouvement, il y a un circuit intégré. Donc un circuit intégré, c'est un tout petit ordinateur, vraiment très basique, hein. Et lui, sa fonction, c'est simple, il va juste compter le nombre de fois que le quartz il a vibré. Et à chaque fois qu'il arrivera à 32 768, il va dire à l'aiguille, bouge d'une seconde. C'est aussi simple que ça. Alors comment il va dire, bouge la trotteuse? En fait, il va envoyer une impulsion au moteur électrique de la montre, qui lui va bouger d'un cran. Et donc l'aiguille, la trotteuse, l'aiguille des secondes va bouger d'un cran. Voilà. Si vous n'avez pas de trotteuse, à l'intérieur du mécanisme, ça va bouger quand même. Et puis, quand ça aura fait 60 mouvements, c'est l'aiguille des minutes qui, boum, va avancer d'un cran. Et c'est ainsi que, oscillation par oscillation, impulsion par impulsion, seconde par seconde, le mouvement à quartz fonctionne. C'est un petit miracle de la physique naturelle et de l'esprit humain, de son inventivité, et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Alors, est-ce que ça a des avantages d'avoir un mouvement à quartz? Eh bien oui, bien sûr, ça en a même plusieurs. Tout d'abord, le plus évident, c'est sa précision. Les montres à quartz sont extrêmement précises, elles ne dérivent que de quelques secondes par mois, et si on fait la comparaison avec les montres mécaniques, elles gagnent à tous les coups. Parce qu'une montre mécanique, les plus précises, elles bougent de quelques secondes par jour. Ça veut dire qu'une montre à quartz assez basique sera toujours plus précise de 30 fois qu'une montre mécanique très précise. Et ça, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Deuxièmement, les montres à quartz sont très fiables parce que le système est plus simple et il est surtout plus robuste. Une montre à quartz supporte beaucoup mieux les chocs qu'une montre mécanique. Elles sont moins sensibles aussi au mouvement pour les mêmes raisons et au changement de conditions. Ce qui fait que pour une montre de tous les jours, c'est quand même vachement mieux d'avoir une montre à quartz qu'une montre mécanique, surtout si vous faites un travail qui n'est pas sédentaire. Troisième avantage des mouvements à quartz, ils nécessitent beaucoup moins d'entretien en fait. Une montre à quartz, on change la pile et puis en fait c'est tout quoi. Donc maintenant, ça va entre 2 et 5 ans pour des autonomies de mouvement à quartz. Une montre mécanique, c'est différent. Une montre mécanique, enfin un mouvement mécanique, il faut le nettoyer, il faut le lubrifier de temps en temps, il faut l'emmener chez l'horloger en fait, pour faire une révision comme une voiture. C'est pas du tout le cas pour une montre à quartz. Ce qui fait que pour plein de gens qui ont ce syndrome de la flemme, une montre à quartz, en fait c'est plus pratique parce que pendant 2 ans, on n'y touche pas. Sauf quand on change d'heure entre l'été et l'hiver. Mais on n'a pas besoin de remonter le mécanisme, on n'a pas besoin de régler l'heure si on l'a laissé pendant une semaine sur notre table de nuit. C'est quand même plus pratique le quartz. Et dernier avantage des montres à quartz, c'est que c'est beaucoup moins cher que les montres mécaniques, puisque le calibre coûte moins cher. Donc forcément, ça va demander moins de temps de fabrication, moins de main-d'œuvre, moins de matériaux, et donc un prix plus bas. Et pour nous aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal, mais il faut se dire que l'invention des montres à quartz, ça a permis à beaucoup de gens d'avoir une montre en fait. Parce qu'avant, c'était un objet cher, de luxe, et que pas tout le monde pouvait se permettre d'avoir des montres au poignet. Alors, on avait des montres mécaniques
abordable, mais la précision était totalement merdique. Le quartz, ça a permis d'avoir des choses vachement bien, quoi. Mais, parce qu'il faut bien toujours dire les pour et les contre, bah, le quartz a aussi quelques limitations. La première, j'en ai déjà parlé, c'est faut changer la pile. Et parfois, il y a des gens qui ont la flemme de changer la pile d'une montre à quartz. Donc ça peut être vraiment un facteur qui fait qu'on n'achète pas une montre, hein. La deuxième, qui est un peu qui peut paraître pour une posture, c'est que pour les puristes de l'horlogerie, le quartz, c'est pas assez noble. Par rapport au mouvement mécanique, il y a ce côté, c'est pas artisanal, c'est pas quelque chose qui a demandé des milliers d'heures de fabrication, etc. C'est un peu trop technologique. Enfin voilà, ça peut être la posture de certaines personnes, ce qui n'est pas mon cas. J'ai les deux. J'aime autant mes montres à quartz que mes montres mécaniques. Mais vous pouvez entendre ça de la part de certaines personnes. Un autre désavantage du quartz, bah, c'est que ça a amené la crise du quartz qui a fait disparaître beaucoup de maisons horlogères. Et là, on va rentrer dans cette crise du quartz. La crise du quartz, si je devais faire une analogie, si vous aimez le whisky, si vous connaissez l'histoire du whisky, moi j'adore le whisky, au début du XXe siècle, les Anglais, ils inventent le blend. Le blend, c'est une révolution dans le monde du whisky. C'est au lieu d'avoir un whisky qui est fait que d'un seul alcool, on va mélanger plusieurs whiskies pour faire un whisky moins cher. Le quartz, c'est un peu la même idée, dans l'esprit. Les Écossais ils font ça, ils réduisent le prix du whisky, ils font fermer 80% des distilleries irlandaises qui, elles, voulaient tout le temps faire ce qu'on appelle du single malt. Et il a fallu pratiquement un siècle pour que les distilleries irlandaises commencent à renaître et à se réinventer en fait. Et la crise du quartz, ça va faire la même chose chez les sociétés horlogères suisses. Donc, cette crise du quartz, c'est vraiment une période tumultueuse de l'histoire de l'horlogerie. Je pense que les gens qui l'ont vécu, quand ils en parlent, ils doivent avoir quelques trémolos dans la voix. On est donc début des années 70 ou 70, et c'est une époque où les Suisses ont la suprématie sur le monde de l'horlogerie mécanique. Et quand arrive cette fameuse Seiko, et avec ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute cette nouvelle vague de mouvements à quartz, cette industrie suisse, elle va avoir beaucoup de mal à, un, la prendre au sérieux, et deux, à réagir. Ce qui fait que cette crise, elle va durer 10 ans, jusqu'au début des années 80. Elle va faire fermer énormément de manufactures horlogères suisses. Mais pas qu'en Suisse, en France aussi. Quand je vous ai fait, et d'ailleurs, hop, je mets un lien vers la vidéo, l'histoire sur LIP. LIP, ils se sont cassés la gueule parce que en 73, eh ben, ils ont fait faillite à cause de ce mouvement à quartz qu'ils ont intégré trop tardivement dans leur montre. Donc Seiko balance sa montre qui est plus précise, qui va vite devenir moins chère, qui est plus fiable, qui absorbe mieux les coups, etc. Bah, tout le monde en veut une, quoi. Il y a une autre entreprise qui va aussi utiliser on va dire ce créneau du quartz, c'est Casio. Et ça sera l'objet d'une future vidéo parce que je vais faire la revue d'une G-Shock. Mais Casio, c'est pareil, ça va se mettre dans l'aspiration de Seiko pour faire du quartz et gagner quelques parts de marché. Donc quand je dis que les Suisses ont perdu de l'emploi dans le monde de l'horlogerie, c'est que au début des années 70, l'industrie employait 90 000 personnes. 10 ans plus tard, on a divisé par 2 les effectifs dans le monde de l'horlogerie en Suisse. Alors, je vais vous citer quelques marques qui ont soit disparu, soit qui ont très mal négocié le virage du quartz et qui du coup se sont fait racheter. La première, c'est Eterna. Donc Eterna, elle n'a pas totalement disparu, mais un peu comme LIP, elle a été vendue à plusieurs propriétaires d'affilée. Et maintenant, elle est la propriété du groupe chinois City Champ Watch and Jewelry Group. Pas facile à dire. Deuxième marque, Gruen. Elle a été américano-suisse et elle a fermé ses portes en 77 parce qu'elle a fait faillite. Troisième marque, Universal Genève. Elle n'a pas fermé, mais c'était une marque de montre qui avait vraiment pignon sur rue dans les années 50-60 et maintenant elle produit que quelques centaines de modèles par an. Donc vraiment il y a une décrépitude assez dure qui a été aggravée par la crise du quartz pour Universal Genève. Et donc il y a eu aussi des fusions, et la plus connue, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo sur la Moonswatch, c'est celle entre deux maisons suisses qui vont s'unir pour créer ce qui deviendra le Swatch Group. Donc d'un côté on a SSIH qui possède Omega, qui possède Tissot, et de l'autre côté, Azwag qui avait Longines. Et de cette fusion, en 83, ça va créer le SMH, Société de microélectronique et d'horlogerie, qui va devenir le Swatch Group. Et Swatch, ça va devenir le fleuron
des montres à quartz suisses. Et donc ce qui est fou dans ce groupe, c'est qu'il a des montres à quartz ultra accessibles avec Swatch d'un côté du spectre, et de l'autre côté du spectre, il a Breguet qui fait des montres mécaniques de luxe folles. Et même si c'est une période dure, la crise du quartz, ça va permettre à certaines maisons en fait, de se poser des bonnes questions, de changer un peu leur stratégie, et par exemple pour certaines, de partir dans le luxe de l'horlogerie et de faire des choses encore plus compliquées, mais qui vont vraiment justifier le prix de leur modèle. Et à la fin des années 1980, l'horlogerie suisse commence à se remettre sur pied et à redominer le monde, qu'elle partage maintenant avec les Japonais. Et elle va réussir à redonner envie au public d'acheter des montres mécaniques. Rolex n'a pratiquement fait dans son histoire que des montres mécaniques. Il y a eu quelques montres à quartz, ça n'a pas marché, c'était pas le but. Ils ont abandonné. Donc pour résumer, le mouvement à quartz, c'est un mouvement qui est pas cher, fiable, robuste, précis et qui permet à tout un chacun d'avoir une montre aujourd'hui. Et bien qu'il y ait des gens qui soient des détracteurs du mouvement à quartz, parfois par une posture un peu hautaine, faut bien avouer que ça a permis de démystifier l'horlogerie, de populariser les montres, bracelets, dans le monde entier, et ça c'est quand même cool. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Comme d'hab, laissez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous voudriez que j'aborde dans cette série des 101. Et d'ici là, on se retrouve dans 2 semaines à peu près pour une nouvelle revue de montre, je ne sais pas encore laquelle. J'en ai plusieurs sur le feu, donc vous verrez bien. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui ont déjà été abonnés à la chaîne, qui laissent des likes, des commentaires. Ça fait toujours plaisir quand on s'investit un petit peu d'avoir ce genre de retour de la communauté. Merci à tous et ciao!